Sapori. Rencontre un producteur insulaire, viticulteur, maraîcher, apiculteur, éleveur, horticulteur, cultivateur, ostréiculteur, arboriculteur. Ils sont tous là dans Sapori sur Alta Frequenza, aux côtés du chef David Mezzaki, qui s'amuse avec les produits pour les mettre dans vos assiettes. Sapori, une émission présentée par Frédéric Bertocchini et David Mezzaki. Bonjour et bienvenue sur Radio Alta Frequenza en ce lundi pour cette nouvelle émission. David, bonjour David. Comment vas-tu Frédéric? Ça va très bien. Si j'ai bien compris, on va se voir tous les jours maintenant. Et voilà, tous les jours, je serai avec toi pour le café. Oui, exactement, à 11h15 où toutes les semaines, nous allons recevoir un producteur de chez nous. Et en l'occurrence, cette semaine, il s'agit de Sébastien Bonnardi. Bonjour Sébastien. Bonjour et content d'être ici. On est très content de vous accueillir. Alors, pourquoi avoir choisi Sébastien? Parce que c'est toi qui fais le choix de nous inviter. Ah oui, alors Sébastien, déjà, c'est mon ami d'enfance. On a combattu un petit peu ensemble sur les tatamis. Et puis maintenant, on travaille ensemble depuis quelques années dans nos établissements où il nous fournit ses légumes bio. Cette semaine, David, tu vas nous expliquer un petit peu de ses produits, puisqu'il fait notamment des fruits et légumes, de ses produits, qu'est-ce qu'on peut en faire. Il y aura même une recette vendredi. Mais le lundi est consacré vraiment à la présentation de l'invité. Alors, Sébastien Bonnardi, qui êtes-vous concrètement ? Alors moi, ça fait pas très longtemps, 4 ans que je cultive des fruits et légumes en agriculture biologique sur la commune de Tavers en montagne. Et j'aime pas trop le terme de maraîcher en fait au fil du temps, je préfère jardinier en fait parce que on pense pas forcément à un producteur lorsqu'on parle de jardinier, on pense plutôt à celui qui entretient le jardin. Là justement, la notion de maraîcher, il y a quand même derrière quelque chose peut-être de la production un peu intensive et moi c'est juste un jardin en plus grand que j'aimerais faire, enfin c'est l'objectif que je me suis fixé. Donc il n'y a pas que des fruits et des légumes, il y a des fleurs, il y a des plantes, il y a des arbres, j'essaie de mélanger tout ça. Donc ça ressemble pas du tout à une exploitation maraîchère classique, alors du coup je m'y reconnais pas. Ça ressemble en fait à quelqu'un finalement qui cultive son jardin. C'est ça. Un jardin qui est un petit peu plus grand peut-être qu'un jardin traditionnel, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Ah oui, il y a rien de rangé au cordeau, hein. C'est un jardin qui vit, qui est plein de vie, où la nature se mélange au jardin, où le jardin se mélange à la nature. C'est vraiment un endroit qu'il faut découvrir. On parlait donc de jardin bio. C'est un mot, je pense, par rapport à ce que je viens d'entendre, qui a un sens pour vous. Alors, normalement, au départ, c'est un cahier des charges, c'est-à-dire c'est un label de qualité avec un engagement de ne pas utiliser de pesticides de synthèse, de produits chimiques en gros. Donc c'était une base minimum pour moi, je ne pouvais pas travailler autrement. Et au-delà de ça, je vais même au-delà parce que il y a des choses qui sont autorisées en bio, par exemple le paillage plastique, que moi je n'utilise pas par conviction, mais c'est le minimum de travail où on a quand même un engagement auprès du consommateur qui sait que c'est un produit qui est sain, c'est un produit qui n'a pas reçu de traitement chimique qui va être nocif pour lui, et voilà. Ni de traitement ni d'engrais. Ni de traitement, ni d'engrais. Pas d'engrais chimiques, pas de pesticides de synthèse. La chimie est en dehors. Donc il y a le côté boulot, je dirais, au quotidien, mais j'ai l'impression qu'il se cache aussi derrière tout ça une démarche militante. Est-ce que je me trompe ? Je suis clairement affiché comme un écologiste engagé. On le sent, hein, oui. Et c'est pour ça quand je dis que j'essaie d'aller même au-delà du cahier des charges bio, parce qu'on peut rester dans les clous. Non, j'essaie de comprendre un peu comment fonctionne mon environnement, comment fonctionne un peu l'écosystème que j'ai autour de moi, et de m'insérer dedans. Pas juste de produire des fruits et des légumes. C'est-à-dire que le cahier des charges bio, selon vous, n'est pas assez... on va pas assez loin dans... On pourrait aller plus loin. Après, ce serait compliqué. En fait, il faudrait peut-être qu'il soit adapté à chaque région, mais il faut une base commune. Donc il est très bien pour ça. Mais je pense qu'on peut faire mieux et qu'on peut aller au-delà, parce que il garantit quand même il garantit quelque chose pour le consommateur sur le produit au final, mais en termes d'impact écologique on peut faire mieux que la cahier des charges bio, ça c'est certain. Et concrètement, que peut-on trouver donc dans ce jardin ? Oula, beaucoup de choses. Alors, j'ai pas fait le compte récemment parce que j'ai rajouté des choses, mais je crois que je tourne à maintenant 70 variétés de fruits et légumes, tout confondus. C'est-à-dire entre les différentes variétés de tomates, de pastèques, de courgettes, de curcubitacées en général, une 60aine de variétés, et des fruits et légumes d'été, d'hiver, d'automne, de printemps, de tout. Des fraises, magnifiques.
Eh bien, on va en parler justement de tout cela tout au long de cette semaine, David. Et toi, forcément, donc il y a ce lien d'amitié, si j'ai bien compris, avec Sébastien. Ah, oui. Mais au-delà de ça, te connaissant, finalement, il fait un boulot qui te convient parfaitement, toi, qui est à la recherche de ces produits-là. Hein. Totalement. Il y a un échange permanent entre Sébastien et moi et tous nos producteurs. C'est essentiel. Au-delà de l'amitié, il y a aussi d'abord ce travail en commun que nous avons sur voir quelle est la saisonnalité déjà, et ensuite le rapport que l'on a en les travaillant, en les cuisinant. Et Sébastien vient goûter, ou je goûte ses produits accrus. Non, c'est vraiment un échange que l'on a ensemble. Eh bien, nous allons parler de tout cela tout au long de cette semaine. Merci Sébastien d'être notre invité. Merci. On se donne rendez-vous demain avec David, bien sûr, à 11h15. On parlera d'un premier produit, pourquoi pas la fraise, parce que j'ai l'impression que tu apprécies les fraises de Sébastien. Donc à demain, même endroit, même heure, pour la seconde émission de la semaine. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien, et toi ? Ah ben parfaitement. Tu nous as ramené aujourd'hui dans nos studios, ou plutôt tout au long de cette semaine, Sébastien Bonnard, qui est, et on pourrait le rajouter dans notre jingle de présentation, jardinier. C'est vrai qu'on ne l'a pas mis, hein. Il y en a beaucoup qui sont énumérés, mais pas jardinier. Bonjour. Bonjour Sébastien. On rappelle donc que tu tiens vraiment, enfin on peut se tutoyer peut-être, oui, hein, pas de problème. Que tu tiens vraiment à ce terme de jardinier, non pas maraîcher. Hein. Oui, on pourrait dire aussi exploitant agricole, mais c'est des mots qui correspondent pas à ce professeur tournesol aussi. Alors, le principe de cette émission, après avoir présenté donc notre invité, c'était hier, le cas hier lundi, c'est expliquer avec toi, David, comment on peut transformer les produits de Sébastien. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un premier produit en ce mardi ? Pourquoi pas la fraise ? Alors oui, la fraise, on arrive maintenant en fin de course pour la fraise. On va tenir, je pense, jusqu'à octobre. Jusqu'à octobre, voilà, jusqu'à octobre, mais tu commences toi un peu plus tôt que les autres presque, je dirais, sur la fraise. Ça dépend beaucoup du climat. Quand il fait chaud très tôt, il y a une floraison qui arrive tôt et les fraises arrivent plus tôt. Donc on va dire que ça commence fin mai. On va trouver des fraises après jusqu'en novembre, mais elles sont plus très bonnes, il n'y en a plus beaucoup. Mais on va dire que ça s'étend du coup juin, octobre sûr. Ce sont des fraises remontantes, donc elles ont une première production en juin importante. Après ça diminue, mais il y a des fraises tout le long de l'été en fait, suffisamment pour que je puisse en mettre dans les paniers que je vends. Et après en septembre, octobre, elles refont une vague jusqu'à s'arrêter en novembre. On est bien d'accord qu'on ne trouve pas des fraises au mois de mars. Non, oui, on peut. Oui, on pourrait, sous serre. Sous serre, chauffé, dans des conditions particulières, hors sol. Est-ce qu'il y a une perte de goût selon toi ? Alors, je crois qu'il y a une étude qui a été diffusée sur un documentaire à la télé il n'y a pas longtemps qui justement évoquait ça. Alors déjà, le parfum de la fraise est volatile, donc le transport, forcément, ça va provoquer une perte de goût. Au-delà de ça, oui, il y a une différence incroyable de goût entre une fraise qui va être cultivée en sol, voire le soleil, et des fraises qui sont cultivées en Espagne, dans des tunnels, dans des sacs stériles qui arrivent fabriqués exprès. C'est sûr. Donc, c'est pourquoi il vaut mieux se diriger vers des producteurs comme Sébastien, comme des jardiniers comme Sébastien. Alors, je sais, David, que toi, puisque je suis un habitué du Bistrotel, où tu le sais, que l'on trouve sur la Rocade à Ajaccio, à quasiment tous les jours, tu as un produit fait à base de fraises, un dessert fait à base de fraises. Soit c'est la tarte aux fraises classique, avec les fraises de Sébastien ou de Stéphanie Grimini, qu'on recevra aussi sûrement sur ce plateau. Soit on fait une verrine de fraises classique servie avec des citrons verts, une petite chantilly à la vanille, ou alors on peut faire aussi soit un gazpacho à servir avec une boule de citron vert, ou une charlotte aux fraises. Bon, il y a une multitude d'utilisations de la fraise. On peut le faire en sorbet, bien entendu, en granité. Il y a une utilisation magnifique quand on a des produits comme Sébastien. Mais voilà, il faut savoir attendre. Et c'est un peu notre combat avec Sébastien de proposer lui des légumes de saison et nous des recettes de saison, voilà, adaptées aux légumes et aux fruits que l'on a. La fraise de Sébastien, elle est sublime quand elle est en plein soleil, en plein champ. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est incomparable avec une fraise de serre du mois de mars. Donc là, pas plus tard qu'hier, justement, c'est une coïncidence peut-être, j'ai mangé chez toi, donc au Bistrotel, un fraisier en verre, c'est ça ? Oui. Oui. Donc c'est avec les fraises de Sébastien peut-être ? Oui, donc un biscuit imbibé à la vodka sur le fond du verre. Ensuite, une mousse à la fraise réalisée avec un coulis de fraises et une chantilly classique. Des fraises juste coupées et mélangées avec un peu de sucre. Et voilà, un petit décor en chocolat, c'est très facile à faire.
Et j'espère que c'est bon. Et pour toi, Sébastien, c'est gratifiant de voir que tes produits de la terre deviennent des plats recherchés. C'est quelque chose de merveilleux. Je suis toujours surpris et enchanté de ce qu'il peut faire avec ce que je peux lui donner. Bon, j'ai quand même conscience que mes produits sont bons. Je travaille pour, je fais tout pour. Mais c'est vrai qu'il les met en lumière. C'est incroyable ce qu'il peut faire avec. Oui. Mais quand c'est bon, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est ce qu'il dit tout le temps. Le goût est dedans finalement. Le goût est dedans. Voilà, il n'y a pas besoin de masquer avec de la crème, un épice ou je ne sais quoi encore. Il faut laisser la chance au produit. C'est quand les produits sont pas bons qu'il faut travailler dessus. Quand c'est bon, il n'y a pas grand-chose à faire. La fraise, on ne peut faire que des desserts avec, ou ça t'est déjà arrivé de faire autre chose? Non, j'ai fait même des salades tomates de Sébastien aussi parce qu'il fait des tomates magnifiques. Tomates, fraises, framboises, c'est une association qui est super. Ouais. D'accord, donc en entrée quoi finalement, en salade. Hein. Ouais, tu peux faire ça en entrée. Tu peux faire ça en brochette, tu vois, tu prends les petites tomates cerises aussi. Tu peux faire ça en brochette, c'est assez sympa. Alors, à part les fraises, de quel autre produit nous pourrions parler demain, par exemple? La tomate. Sébastien a fait une sélection de tomates magnifique. Bon, ben Sébastien, on se donne rendez-vous demain pour parler de la tomate. Avec plaisir. La tomate qui est, me semble-t-il, un fruit aussi. C'est un fruit. Si vous voulez, après on parlera de distinction entre fruits et légumes. Tout ça. On en parlera demain, Sébastien. David, à demain. Rejoindre David, salut. Bonjour Frédéric. David qui est le chef, on le rappelle, du Bistrot Thé, loué de l'Alt-Rouvers, où on en parlera très prochainement. Nous recevons cette semaine un jardinier qui s'appelle Sébastien Monard. Dis bonjour Sébastien. Bonjour à vous. On a beaucoup parlé de la fraise hier Sébastien, puisque tu fais donc des fruits et légumes. On a beaucoup parlé de la fraise et visiblement David aime beaucoup s'amuser avec tes fraises pour en faire de beaux desserts. Aujourd'hui, David, on peut parler peut-être des tomates. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, on peut parler des tomates si Sébastien le veut bien et sur la grande variété que Sébastien produit. Alors, les tomates, c'est un des premiers produits parce au tout début, on va dire en 2010, quand j'ai commencé à planter, c'est l'un des premiers produits sur lesquels j'ai essayé de travailler sérieusement. Et dès le début, j'ai essayé de faire de la sélection, de produire ma propre semence et de sélectionner des fruits pour les qualités qui me plaisaient. Parce que comme ça, on a toujours une chance d'isoler une caractéristique génétique et d'essayer de la retrouver les années suivantes. C'est le savoir paysan de base que normalement, depuis que l'agriculture existe, c'est ça, quoi. Toutes les variétés qu'on a de tous les fruits et tous les légumes, c'est de la sélection. Et l'idée de laisser ça à des revendeurs, ça me plaisait pas trop. J'avais envie alors j'en achète toujours, j'achète toujours des semences pour essayer d'avoir des produits nouveaux, mais je fais de la sélection sur mes propres fruits. Et là maintenant, 4 ans après, sur certains fruits, alors déjà j'ai des mélanges qui se sont faits, mais sortis des variétés un peu étranges avec des mélanges de formes et de couleurs, de variétés que j'avais depuis la première année. Et au-delà de ça, alors c'est difficile parfois de dire si c'est la méthode de culture ou si c'est la variété, mais j'ai des caractéristiques que j'ai pu isoler de goût, de couleur, de saveur, et je suis assez satisfait de ça. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut, comme un chimiste, finalement, on peut créer des variétés Là, on ne crée pas, on laisse un peu la nature faire, c'est-à-dire que les bourdons, on va les butiner, il y a une hybridation qui se fait, et puis on va aussi sélectionner la couleur qui nous intéresse. Quand je vois une tomate qui est vraiment très très belle par rapport aux autres, c'est là je dis je la vends pas, je la garde, je vais faire ma semence dessus. Alors elle est peut-être juste belle parce que je me suis peut-être mieux occupé de ce pied ou il a mieux poussé, mais elle est peut-être belle aussi parce que un petit accident génétique. Et forcément, il doit y avoir des nuances de goût finalement, David. Toi, lorsque tu choisis tes produits chez Sébastien, tu expliques, tu dis je veux une tomate un peu plus sucrée. Non, c'est pas moi qui sélectionne, c'est lui. Ah ouais. On reçoit les caisses et c'est vrai qu'on lui dit est-ce que tu as un peu plus de tomates, un peu plus de ci, un peu plus de là, mais on fait avec ce qu'il nous donne, quoi. Alors, globalement, par rapport à ça, ça a un impact, ce qu'il me dit, parce que le retour qu'il me fait, je suis vachement attentif à ça. Et quand je lui amène quelque chose, c'est aussi pour lui faire goûter, et moi, ça me permet de faire ma sélection. Ça, elle est moins bonne, elle est meilleure, elle est plus acide, elle est plus douce, et moi, je choisis aussi, s'il y a une tomate qui m'intéresse moins, et qui plaît moins, je vais peut-être l'écarter, et je vais aller vers le retour que me fait David sur tous les fruits et sur tous les légumes, c'est très important. Et les semences qui marchent chez toi ne sont pas obligées de marcher ailleurs. Ça, c'est encore très théorique, mais normalement, si on fait de la sélection, au bout d'un moment, il y a une adaptation au terroir qui se crée. En tout cas, sur toutes les formations que j'ai pu faire, c'est une information qui revenait, c'est que alors c'est assez pointu, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne comprends pas tout, mais à force de sélectionner sur un terroir, on a une plante, on a une variété qui devient adaptée à ce terroir, aux conditions de température, au sol, aux conditions d'irrigation qu'on lui a données aussi.
Et parfois, mettre un pied en souffrance, une plante en souffrance, on va arriver à un résultat, une plante qui va avoir besoin de moins d'eau. Ça se fait au fil du temps, c'est assez long, mais ça se fait. On a une notion d'irrigation, c'est qu'on se dit pour avoir une belle plante, il faut beaucoup arroser. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas forcément vrai, parce que, alors déjà, par exemple, pour la tomate, ce qu'on appelle le stress hydrique, c'est-à-dire réduire l'arrosage, ça va induire une floraison. Et ensuite, à partir du moment où les fruits commencent à colorer, il faut réduire l'arrosage énormément pour que justement le fruit se change en goût. Pas trop d'arrosage, jamais trop d'arrosage. Je discutais avec son papa qui a aussi les pieds dans la terre. Il me disait il faut que la plante souffre un petit peu pour donner un bon fruit et un bon légume. C'est pour ça que je vais poser cette question. Et on a tous tendance à arroser trop son jardin. Et moi, j'ai une question justement qui vous concerne tous les deux. Est-ce que, selon l'usage que l'on va faire ensuite du fruit, donc de la tomate, est-ce qu'il peut y avoir une sélection par exemple? Est-ce qu'on va mettre la même tomate en salade? Je sais que tu fais beaucoup de lasagne, de produits à base de sauce tomate. Est-ce qu'on utilise la même tomate ou est-ce que là, il faut faire peut-être un choix, non? Je pense que pareil, il y a une sélection qu'il faut faire selon ce que l'on veut avoir comme résultat. Ça serait dommage de passer des tomates comme par exemple la tomate ananas dans une sauce tomate. Oui, voilà, par exemple. Maintenant, c'est les mûres ou trop mûres pour être utilisées, on peut l'utiliser. Mais quand on a des tomates d'un jardinier comme Sébastien, comme je disais précédemment et les jours passés, on n'a pas grand-chose à faire. Une bonne huile d'olive, un bon persil, une bonne ciboulette, un bon vinaigre... Une tomate, ça se déguste très très facilement. Après, bien sûr qu'il y a la possibilité sur une cœur de bœuf, sur une tomate comme fait Sébastien, une tomate noire, etc., d'adapter selon ses envies une cuisine différente. Mais je pense qu'il faut laisser, comme je disais tout à l'heure, la chance au produit. Et quand on a une bonne tomate, il faut déjà faire la comparaison avec les tomates que l'on trouve dans les grandes surfaces et sur les marchés, qui souvent ne sont pas des tomates, mais des morceaux de plastique. Donc si je comprends bien, finalement, on utilise la tomate pour en faire une sauce, la tomate un petit peu en fin de vie, ou un sorbet aussi. Tu peux faire un granité de tomate, tu peux faire une gelée de tomate, tu peux faire une mousse à la tomate, un tian. Après, l'imagination, c'est infini. Il faut avoir un peu de métier, bien entendu, ou un peu de savoir-faire. Mais tu as une utilisation sur la tomate ou sur un autre légume qui est infinie. On va se quitter, donc David. On va donner rendez-vous à Sébastien demain à la découverte d'un autre produit de son jardin. À demain. À demain. Merci de nous rejoindre sur Alta Breguanza pour cette nouvelle émission, la première semaine que nous passons tous les deux, David Mizak. Bonjour Frédéric. Ouais, je suis en train de dormir, tu n'as pas su remarquer. Tu t'es ailleurs là. Tu t'es ailleurs. Le générique t'a réveillé. Oui, je pensais à la personne qui proposait ce générique. Et on embrasse Evelyne Ferry qui réalise nos jingles. Sébastien Bonnardier, notre invité cette semaine. Salut Sébastien. Bonjour. On a parlé des tomates, on a parlé des fraises. On passe la semaine avec donc ce jardinier de Tavera, c'est ça, de l'Orti Taveracci, c'est le nom donc de l'exploitation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un vrai légume. Alors pourquoi pas les courges? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, parce que les courges, ça fait partie de mes légumes préférés, parce que dans les courges, il y a énormément de potentiel de saveur, de couleur, de forme, et c'est le légume avec lequel je m'amuse le plus. Voilà. Ouais. Enfin, alors juste une petite précision sur fruits et légumes, parce que j'avais oublié d'en parler, ça. En fait, fruit, c'est une appellation botanique. Fruit, c'est ce qui sort d'une fleur. Et légumes, c'est une appellation culinaire. C'est la façon dont on va l'utiliser en cuisine. Donc en fait, la courgette, c'est un fruit, la courge, c'est un fruit. Parce que d'accord, la courge aussi est un fruit. Donc ça, je l'ignorais. Alors moi, j'avais entendu dire que tout ce qui était suspendu était un fruit et tout ce qui était de terre, la fleur, c'était un légume. C'est la fleur qui fait le... C'est la fleur. Donc la pomme de terre? La pomme de terre, c'est un tubercule. Donc ce n'est ni un fruit ni un légume. En cuisine, tu me diras si vous considérez que c'est un fruit ou un légume, parce qu'en cuisine, c'est pas mon domaine. Mais c'est des appellations botaniques, c'est des appellations scientifiques, quoi. Donc la courge est un fruit. On le savait pour la tomate, puisqu'on en parlait hier, mais ça, par contre... La courge est un fruit. C'est l'information du jour sur Alta. J'espère que je dis pas de bêtises, parce que sinon, il y a des botanistes qui vont appeler au standard pour dire « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Non. En plus de ça, les courges, il y a des dizaines de saveurs possibles. Et là... Pour le coup, on va des fois se rapprocher du fruit parce qu'on peut avoir des courges vraiment très sucrées. Cette année, je me suis fait plaisir. J'ai 12, 13 variétés, je crois,
plus des semences que j'avais fait où je m'étais un peu manqué sur les semences, enfin un peu manqué. J'avais pas trop fait attention à la façon dont j'avais fait les semences et donc il y a eu des mélanges. Parce que sur les courges, à partir du moment où on a plusieurs variétés de courges et de courgettes, parce que c'est la même chose, courgette c'est une courge immature. À partir du moment où on en a plusieurs sur le même endroit, ça va butiner et ça va se mélanger. Et j'ai des courges spaghetti qui se sont mélangées avec des courgettes, avec plein de mélanges. C'est quoi la courge spaghetti? Pardon? La courge spaghetti. La courge spaghetti, c'est une courge un peu longue, jaune. Et à la cuisson, la chair se transforme en petits filaments. Et ça fait comme des spaghettis végétaux. On gratte avec une fourchette. Voilà. Et c'est pas... Ça se mange cru, je crois pas. Hein. Non, elle se mange pas crue. Les courges en général, c'est pas très bon. Ouais. Mais je pense pas qu'en termes de goût, ce soit la plus intéressante. C'est plutôt la texture qui est intéressante sur la courge spaghetti. Alors, cette année, je me suis fait plaisir avec des courges japonaises. Celle qui m'a le plus plu cette année, c'est la Futsu Black. C'est une courge, ça fait partie de la famille des Moscata, donc c'est les musqués. Elle a des quartiers très marqués. Elle est orange à maturité, c'est pas une grosse courge, par contre elle a une saveur vraiment très sucrée. C'est les petites que tu m'as apportées l'autre jour. Voilà, ça va de petits comme ça, orange, un peu grosse, très marqué, presque des verrues dessus. Ah ouais. Et celle-là, il faudrait presque la cuire entière au four. Il faut la cuire entière. De toute façon, les petites courges comme ça se cuit entier au four en fait. J'aurais dû te le dire. Et après, on gratte la chair parce que elle est trop biscornue pour être épluchée. Ouais, c'est impossible à éplucher. Après, j'ai des japonaises, je crois j'ai 3 ou 4 variétés. J'ai des variétés italiennes, toutes les formes des verts, des jaunes, des bleus, la bleue de Hongrie, la musquée de Provence, la longue de Nice, plus classique. Donc ce que j'ai dit, la courge spaghetti, la Little Acorn, il y a des courges anglaises qu'ils utilisent à Halloween pour faire des tartes, qui ont une saveur très sucrée aussi. Il y a l'une des meilleures en goût qui est le patidou ou sweet dumpling, qui est une courge verte et blanche avec un goût de châtaigne très prononcé. De châtaigne, noisette, entre les deux, mais vraiment châtaigne quand même, on le sent. La butternut aussi, J'ai de la butternut, j'ai 2 variétés de butternut, parce qu'il y en a une qui s'appelle Buttercup qui est à peu près pareil, juste une forme différente. Et la couleur aussi est différente, je pense. Un peu plus orange, je pense. Ouais, un peu plus orange. Alors que la butternut est plus claire. Ouais. Moi, quand je vous écoute parler, je me dis c'est quasiment de la science, hein, finalement, parce que je connais pas. En fait, est-ce que tout le monde connaît ou c'est juste moi qui suis complètement à l'ouest? Quand on est un peu dans le milieu du jardinage, on sait qu'il y a énormément de variétés. Et les variétés auxquelles on a accès, c'est une goutte d'eau dans l'océan de variétés qui existent, parce que dans la nature, il y en a qui sortent naturellement, et on peut hybrider ça à l'infini. Donc... comme pour les tomates, je crois qu'il y a 40 000 variétés qui existent. Sur les catalogues officiels, on en trouve 4 000. Et dans le commerce, à acheter, on en trouve peut-être une vingtaine, une trentaine. Si on a des fournisseurs un peu pointus, on va trouver, ou des sites associatifs comme Cocopelli, on va trouver peut-être des choses un peu plus originales. Mais comparé à ce qui existe dans la nature, à ce qui est possible, c'est sans limite. On s'est quand même appauvri sur l'offre, finalement. Énormément. Et c'est les semenciers qui mènent la danse. Je crois que les variétés de tomates ou de courges, tout ça qu'on va trouver dans le commerce et qui vont être revendues chez les gros producteurs, c'est peut-être une dizaine, et encore, ça me paraît même beaucoup, quoi. Parce que tu vas moi j'y vais très rarement dans les grandes surfaces, mais quand j'y vais, que tu trouves une petite sélection de tout ce qu'on peut faire, quoi. Et on choisit ce qu'on appelle ces variétés hybrides, c'est-à-dire qu'il y a eu la polémique, par exemple, on va revenir un peu sur la tomate cœur de bœuf, qui n'en est pas une, qu'on trouve en grande surface. Alors qu'est-ce qu'ils font pour que ça se... C'est une hybride. Les hybrides, c'est des variétés qui vont dégénérer sur les générations suivantes. On peut pas faire ses semences dessus et garder les caractéristiques. Et c'est juste, eux, ils sont dans la réponse à une demande. Moi je pense même qu'il influence la demande, voilà, puisqu'il crée un petit peu. C'est ce que j'allais te dire. Tu retrouves ces tomates. Mais ils n'ont pas le goût. Il y a ni le goût, ni la. C'est des variétés hybrides et c'est assumé, c'est-à-dire que ce qui les importe, c'est la productivité, la rentabilité, la résistance aux maladies. Le goût, ça ne rentre pas en compte quand ils font de la sélection, quand les semenciers fabriquent des semences. Et toi, David, tu utilises beaucoup la courge dans tes plats Est-ce que c'est un produit apprécié déjà? Écoute, je crois, comme on vient de dire à l'instant, je crois que c'est un produit oublié en fait. Parce que mes parents ont toujours mangé des courges parce que c'était les légumes qui arrivent à l'automne et qui suivent le courant de l'hiver. Et on a perdu l'habitude d'en manger, alors que c'est un produit de goût, d'une multitude de goûts, et qu'il faut utiliser la butternut, la courge, le pâtisson. Le pâtisson, oui, qui a un goût d'artichaut. C'est magnifique. Les artichauts aussi, bien entendu. On a perdu ce sens-là, et je pense qu'on devrait déjà... si il faut passer par les grandes surfaces pour reconnaître les légumes aux gens, ce qui est une catastrophe, mais il faudrait investir un parking d'une grande surface sur... Voilà.
Ça, ce sont On va pas se faire des amis aujourd'hui. Ça, ce sont des... Non, mais déjà, il faut dire la vérité. Ça, ce sont des produits de qualité, ce sont des produits bio, et ce sont des produits que l'on trouve. Il y a des gens qui ne connaissent plus. Ouais. Ils connaissent plus. Et donc, ils achètent en boîte. Ils achètent en boîte, ouais. Ils achètent en boîte, en purée ou je ne sais quoi encore. Mais il faudrait s'intéresser un petit peu à des producteurs comme Sébastien, à savoir que voilà, il reste encore un savoir-faire, il reste encore une multitude de choses que l'on ne connaît pas, qu'on en a perdu. Et le travail du cuisinier, c'est de faire redécouvrir une courge dans un velouté, une courge dans un flan, une courge dans un gâteau, dans une tarte. Enfin, après, il y a une multitude de choses à faire pour refaire découvrir ces produits qui sont des produits fabuleux. Eh bien justement, on va se quitter David, et on va se donner rendez-vous demain. Le vendredi, c'est le jour de ta recette. Oui. Donc avec les produits de Sébastien, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement? Ce sera donc dès demain, même endroit, même heure, à 11h15. Sébastien, demain pour la dernière de la semaine. Et merci. À demain. Bonjour Frédéric, comment vas-tu? Ça va très bien, David Milzac, on rappelle chef de l'Altrouvert et du Bistroté. Cette semaine, David, eh bien, nous avons un invité qui au moins, il m'impressionne parce que c'est un scientifique à mes yeux. Non, pas du tout. Il s'agit de Sébastien Bonnard, il connaît tout sur les fruits et légumes, c'est le jardinier, donc on l'a dit, on devrait le rajouter dans le jingle. Et il forme des gens. Ah d'accord, ouais. Non, alors, on échange avec des gens et on apprend les uns des autres. Moi, j'aime préférer dire ça parce que j'apprends beaucoup aussi. Il est modeste parce que moi, je sais qu'il forme et il partage son savoir et c'est très important. Alors pour celles et ceux qui ont raté les émissions cette semaine, vous avez la séance de rattrapage avec le podcast www.alta-freguenza.com en audio mais également en vidéo grâce maintenant aux 4 caméras qui nous scrutent. C'est le progrès. Donc puisque Sébastien nous a parlé notamment des fraises, de ses courges et de ses tomates en particulier, mais il y a plein d'autres choses la courgette dans son aussi. jardin. Est-ce qu'il y a plusieurs variétés de courgettes? Il y a plusieurs variétés de courgettes. Et en fait, comme je l'ai dit, la courgette, comme c'est une courge, c'est pareil, il y a énormément de variétés de courgettes. La jaune, des jaunes, des vertes, des génoises qui sont vertes claires et vertes foncées, les blanches, celles qui étaient vraiment cultivées en Corse. On dit toujours la courge corse qui est très très claire et très plus fine en goût. Il y a toutes les couleurs. Pommes de terre, les navets, les rutabagas, les crônes, les topinambours, j'en fais pas encore, mais l'an prochain, des betteraves, il y a des betteraves aussi, il y a plein de variétés. La betterave, c'est pas ce qu'on imagine, c'est pas la betterave en sachet rouge que je détestais ça quand j'étais petit. En en cultivant, j'ai compris ce que c'était une betterave. Et ça a été le cas pour beaucoup de légumes. Les navets, je pensais que c'était pas bon, mais en fait, les navets, ça peut être bon. Oui, c'est parce qu'en plus, on a toujours dit, on va donner des navets à manger, comme pour dire, voilà, c'est pour faire peur aux enfants, voilà, c'est le truc horrible, quoi. Moi, je comprends que les enfants, parfois, ils rechignent à manger les légumes si on leur sert certains légumes. Des fois, je refais mon expérience, j'en prends au supermarché et je compare. Et c'est pas que les miens, quoi. C'est les autres producteurs que je connais aussi avec qui c'est pas pareil. Et une noiseraie magnifique. La noiseraie, pour l'instant, c'est en suspens parce que je vais un peu changer mes plans par rapport à ça. Mais oui, le noisetier, je compte un jour avoir la mienne, en fait, sur des terrains familiaux. Et puis, je vais essayer d'évoluer, faire aussi de l'arboriculture. Alors, c'est pour ça que j'ai annoncé un petit peu courgettes, pommes de terre et noisettes parce que c'est la recette du jour en fait. Eh bien justement, le vendredi, c'est la recette de David. Alors que peut-on faire avec tous ces produits réalisés par Sébastien? Une petite galette de courgettes et de pommes de terre panées aux noisettes, à servir avec une tome de brebis ou de chèvre, selon ce que l'on trouve. Alors pour 12 galettes, il nous faut 4 courgettes, 2 carottes, une grosse pomme de terre. Quelle variété? Alors moi je fais de la spunt, mais la pomme de terre, ce qui est particulier, c'est que selon la méthode de culture, le sol où tu la plantes, sur la même variété, tu as 3 produits différents. Donc la spunta. La spunta pour réaliser notre recette. 2 œufs, 5 centilitres d'huile de noisette, 100 g de noisettes de Sébastien, de la tome corse râpée, de l'huile pour la friture, un demi-citron vert, du sel et du poivre, et du basilic. Basilic? Lequel tu veux? Vas-y, tu trouves un? Basilic cannelle, basilic citronné. Il faudrait que tu goûtes basilic cannelle, basilic citronné, basilic poivré, basilic rouge, c'est des choses fabuleuses. Et selon le choix du basilic qu'on va mettre dans ta recette, ça va vraiment changer le goût. Ça changera le goût, ouais, totalement. Donc là, tu conseilles lequel? Je sais pas, on peut demander aussi à Sébastien ce qu'il en pense pour un plat de ce type. Le Marseillais à petite dose. Ah, le Marseillais à petite dose, je connais pas, tu me feras goûter. Ah, tu me caches des choses. Un peu plus poivré le Marseillais. Bon, moi, c'est parce que j'aime les saveurs poivrées. Donc. Ah ouais, me cache des choses, tu vois. Non, mais au contraire, ça fait avancer le schmilblick et peut-être que tu pourras nous faire des recettes encore meilleures demain. Le petit Marseillais. Pas confondre avec le savon. Hein. Alors, comment on procède? On va laver tous les légumes.
On va éplucher la pomme de terre et les carottes et on va tout râper. Une fois que c'est râpé, on va faire dégorger. Dégorger, ça veut dire faire sortir l'eau. Et pour faire sortir l'eau des légumes, on rajoute une prise de sel. Le sel va pénétrer à l'intérieur et va faire sortir l'eau. Donc on fait dégorger. On va presser, on va essuyer les légumes râpés avec un papier absorbant pour finir d'enlever l'excédent d'humidité. Dans un saladier, on va battre les œufs comme une omelette. On va rajouter toutes nos herbes aromatiques, le basilic que vous voulez, la menthe que vous voulez, menthe poivrée si vous en trouvez. On va ajouter tous les légumes, l'huile de noisette et les noisettes concassées et la tome râpée. Alors tome sèche, tome un peu plus souple, c'est vous qui choisissez. Moi je préfère quand on fait comme ça une petite galette, c'est qu'une tome un peu sèche, une tome un peu vieille, c'est beaucoup plus goûtu. On va former quelques galettes, donc comme je sais pas moi, 3-4 cm de diamètre, et on va les frire. Alors soit on les frit à la friteuse si on a une friteuse, soit on les frit à la poêle, donc avec de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, c'est vous qui choisissez. Une fois qu'ils sont cuits, on va les disposer dans une petite assiette, on va rajouter un petit mesclin, une petite lolo, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, une petite chicorée. Moi j'ai des jeunes pousses des jeunes pousses de choux, voilà, je ne trouvais plus le nom. Je crois que ça s'appelle le pak choy. Ah oui, pak choy. Ça se mange cru. C'est assez croquant. Cru. Ouais, c'est un peu croquant quand on le mange cru. Le goût est léger, mais ça reste un chou quand même, c'est des feuilles de chou. Ou on pourrait rajouter même quelques herbes sauvages. Ouais, il aurait fallu faire une semaine entière sur les herbes sauvages, il y avait beaucoup à dire. Bon, on va se programmer ça. Hein, on va se programmer ça. C'est infini, tu vois. Non, mais moi, je te dis, franchement, j'aime beaucoup Sébastien parce qu'il est vraiment passionnant comme garçon. Et il nous apprend des trucs incroyables. Et voilà, on va se faire une semaine sur les herbes sauvages. On se programmera ça prochainement. Alors, là, c'est la suite, David. Alors voilà, donc on sert ça dans une assiette avec un petit peu de salade de son choix. On arrose d'un zeste de citron vert. Et on sert ça rapidement, c'est une petite entrée, même un petit apéro sympathique à réaliser facilement avec ses amis. Voilà, et la recette est à retrouver, si vous n'avez pas eu le temps de noter, sur notre site internet www.alta-freguenza.com. Eh bien, c'est la fin de la semaine avec Sébastien Bonnard. David, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'être venu la semaine prochaine. Merci pour cet agréable moment. À très bientôt. À bientôt.